Dans l'ombre de la salle d'audience, le doute n'a plus de place. Chaque décision est un coup dur qui façonne le destin des vies. Là-bas, les vérités sont traquées comme des proies dans un jeu de survie, où la frontière entre justice et vengeance peut s'estomper en un clin d'œil. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe derrière ces lourdes portes? Ce ne sont pas seulement des lois qui sont découvertes, mais aussi des secrets, des tragédies et les émotions humaines les plus crues. Dès que le marteau frappe, les destins sont scellés, mais la vérité l'emporte-t-elle toujours? Des murs épais murmurent des histoires qui ne seront jamais racontées dehors. Imaginez être témoin du poids des décisions qui peuvent conduire quelqu'un à la liberté ou à la ruine. Le silence des couloirs cache plus qu'il n'y paraît, des regards furtifs, des aveux étouffés, des soupirs de soulagement et des cris de désespoir. Il n'y a pas d'innocence ni de culpabilité absolue sans douleur. La salle d'audience n'est pas seulement un lieu de justice, c'est une scène pour le côté le plus sombre de l'humanité. Avez-vous entendu parler d'affaires qui ont complètement changé notre façon de voir la justice? Comme celles dans lesquelles l'accusé est davantage une victime que le plaignant lui-même? Quand on entend parler d'une mère vengeant la mort de son fils dans la salle d'audience, on ne peut s'empêcher de se demander, qui contrôle réellement la balance? Les lois sont faites par les hommes, mais qui fixe les règles lorsque le désespoir prend le dessus? Au plus profond de ces histoires, nous sommes confrontés à la complexité des décisions humaines. Il ne s'agit pas seulement de bien ou de mal, mais aussi de savoir qui vit et qui paie le prix ultime. Une phrase est plus que des mots sur un papier, c'est le destin qui se dessine, souvent sous un jour froid et impitoyable. Avez-vous déjà pensé que chaque cas est son propre univers, plein de nuances que nous ne connaîtrons jamais? Et si les murs pouvaient parler? En explorant ces scénarios, on se rend compte que le tribunal est aussi un miroir. Elle reflète nos défauts, nos vertus et surtout nos ombres. Après tout, combien de fois avez-vous eu l'impression que quelque chose était hors de votre contrôle, même si vous saviez que vous essayiez de faire la bonne chose? C'est exactement ce qui rend ces histoires si stimulantes. Elles sont réelles, douloureusement réelles. Et qu'en est-il des tragédies qui se produisent entre ces murs? Chaque jugement a du poids et les choix qui y sont faits ne disparaissent jamais complètement. Ils font écho, résonnent, se transforment en histoires que peu osent raconter. Et ici, nous leur dirons. Des histoires comme celle de Klaus Grabowski, dont la soif de violence a conduit à une vengeance mortelle et à un éternel débat sur la justice et la vengeance. Mais qui était Klaus? Et pourquoi son histoire continue-t-elle de résonner jusqu'à aujourd'hui? Dans l'Allemagne des années 1970, un nom faisait froid dans le dos, Klaus Grabowski. Il n'était pas qu'un simple criminel. Son histoire était une intrigue d'horreur qui défiait l'entendement. Arrêté pour avoir étranglé un enfant, il a été libéré sous condition, mais sa liberté a entraîné une traînée de peur. Comment quelqu'un qui a commis un crime aussi odieux peut-il retourner dans la rue? C'est le genre de question qui empêche de dormir la nuit et qui laisse planer des doutes sur l'efficacité du système judiciaire. Klaus n'était pas un homme repentant. Ses tendances violentes réapparurent bientôt, révélant que le monstre n'avait jamais été apprivoisé. C'était comme si chaque nouvelle victime était un appel à la justice ignorée. La société fait confiance aux barres, mais sont-ils suffisants pour contenir quelqu'un qui voit la souffrance des autres comme un carburant? Sa récidive a été une gifle pour les autorités, et le meurtre tragique d'Anna, une fillette de 8 ans à peine, a été la preuve définitive qu'il n'aurait jamais dû être libéré. Imaginez le désespoir de Marianne Bach, la mère d'Anna, lorsqu'elle a vu Klaus au tribunal en 1981, se défendre comme s'il était une victime. La salle d'audience, normalement symbole de justice, est devenue une arène de vengeance silencieuse. Le silence dans la pièce était presque assourdissant lorsque Marianne prit la décision qui allait changer sa vie et celle de tous ceux qui l'entouraient. Elle a sorti une arme à feu et a tiré sur Klaus, le tuant sur place, sous les yeux incrédules des juges et des avocats. Était-ce justice ou vengeance? Ou peut-être les deux? La réaction du public a été immédiate et polarisée. Certains la voyaient comme une mère désespérée, sans alternative face à l'échec du système, d'autres l'ont classée comme une criminelle froide. Sa peine était de 6 ans, mais il n'en a purgé que 3. Pourtant, sa vie n'a jamais été la même. Marianne est décédée en 1996, emportant avec elle la douleur et les doutes qui l'ont tourmentée ces dernières années. Cette vengeance était-elle un acte de courage ou une conséquence du désespoir humain? L'histoire de Klaus Grabowski soulève une question fondamentale. Où s'arrête la justice et où commence la vengeance? Lorsque les institutions échouent, beaucoup sont obligés de prendre les rênes, mais le prix de cette décision peut être trop élevé. Marianne a payé de sa liberté, mais sa douleur a-t-elle été résolue? Et est-ce que nous, en tant que société, apprenons quelque chose de cette tragédie ou allons-nous simplement passer à autre chose,
en espérant que le prochain Klaus ne trouvera pas une autre faille? Même si cette histoire est terminée, les cicatrices demeurent. Nous passons ainsi à un autre scénario tout aussi inquiétant, où la recherche de justice prend une tournure inattendue et fatale. Le tribunal international, théâtre d'un suicide qui a choqué le monde. Un tribunal international, un verdict imminent, et puis l'impensable. Slobodan Praljak, un soldat bosno-croate, a été condamné à 20 ans de prison pour crimes de guerre commis pendant la guerre de Bosnie. Jusqu'à ce moment-là, la salle d'audience semblait n'être qu'une scène parmi d'autres pour la justice internationale. Mais lorsque la sentence a été prononcée, Praljak a fait quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Il a levé une petite fiole, a prononcé ses derniers mots et a bu du poison devant tout le monde. La pièce était plongée dans un chaos silencieux, où même l'air semblait avoir été altéré par le choc. Mais comment, vous vous demandez, a-t-il réussi à introduire du poison dans un tribunal à sécurité maximale? Cette question planait sur l'affaire comme un nuage noir. Malgré des investigations rigoureuses, l'origine du poison n'a jamais été élucidée. Ce mystère n'a fait qu'accroître le sentiment de vulnérabilité au sein d'une institution qui, jusqu'alors, se croyait infaillible. Si un tribunal international peut être infiltré de cette manière, qu'est-ce qui empêchera d'autres incidents similaires? La justice, ce jour-là, était contestée non seulement par l'action de Praljak, mais aussi par le système même qui était censé l'empêcher. La réaction à cet acte a été polarisée. Pour certains, Praljak était un héros, un homme qui refusait de se soumettre à une condamnation qu'il considérait comme injuste. Pour d'autres, il était un criminel qui profitait de son dernier moment pour défier l'autorité et éviter d'être puni pour les horreurs qu'il avait causées. La dualité de cet événement reflète une réalité inconfortable. Il n'est pas toujours facile de distinguer le méchant du héros, surtout lorsque tous deux arborent le même visage de détermination. Cet épisode a également soulevé des questions éthiques qui continuent de résonner. Si la justice doit être impartiale et définitive, comment traiter ceux qui la contestent de manière aussi extrême? Le suicide de Praljak n'était pas seulement un acte désespéré, mais une protestation silencieuse qui a résonné bien au-delà de cette pièce. Il est devenu un symbole controversé, qui divise l'opinion dans les tribunaux et les débats publics du monde entier. L'image de lui soulevant la fiole reste gravée dans la mémoire collective, pour rappeler que la justice peut être aussi fragile que les mains qui la portent. Enfin, cette tragédie a révélé la vulnérabilité non seulement du système judiciaire, mais aussi de la nature humaine elle-même face à la justice. Lorsque le désespoir trouve des failles dans le système, le résultat peut être dévastateur. Pourtant, peu importe ce que l'on essaie de comprendre, la question demeure. Praljak était-il une victime d'une justice défaillante ou un manipulateur qui a su profiter de l'instant présent pour transformer sa condamnation en spectacle? Alors que nous cherchons des réponses, de nouvelles affaires émergent, remettant constamment en question notre perception de la sécurité devant les tribunaux. Et en parlant de sécurité, l'histoire suivante nous emmène dans une salle d'audience où un simple objet du quotidien s'est transformé en une arme mortelle, révélant à quel point la frontière entre contrôle et chaos peut être fragile. Imaginez-vous dans une salle d'audience, où la tension dans l'air est palpable, et soudain, quelque chose qui devrait être contrôlé devient un cauchemar. Sial Angil, membre d'un gang, a tenté d'attaquer un témoin lors d'un procès, mais la faille de sécurité qui lui a permis de ne pas être menotté et armé d'un simple stylo a rendu la situation encore plus imprévisible. Ce qui semblait n'être qu'un autre procès s'est transformé en une scène de chaos. La sécurité, qui devrait être infaillible, a échoué dans les aspects les plus élémentaires. Que se passe-t-il lorsque le système de contrôle dérape et que le chaos remplace l'ordre? La plume, objet courant, devient l'arme qui menace l'intégrité de la cour. Comment cela a-t-il été possible? C'était censé être un endroit sûr, où tout le monde était soumis aux règles. La faille de sécurité n'était pas seulement une erreur technique, mais le reflet de l'incapacité humaine à prédire l'imprévisible. Si même un simple objet peut devenir une arme mortelle, qu'est-ce qui peut passer inaperçu devant un tribunal? La sécurité dans des endroits comme celui-ci, qui devrait être impeccable, est-elle en fait toujours vulnérable à l'erreur humaine? L'action a été rapide et décisive. Un maréchal, face à la menace imminente, a agi avec la célérité qu'exigeait la situation, mais le prix à payer était élevé. 4 coups de feu ont été tirés, coûtant la vie à Angil, et un débat juridique sur le recours excessif à la force s'est rapidement ensuivi. La question ne portait plus sur la culpabilité d'Angil, mais sur les agissements du maréchal. Serait-il justifié? Ou son geste serait-il le reflet de la peur et de l'insécurité, d'un système qui ne peut garantir la sécurité de ses propres membres? Cette affaire soulève une question profonde sur le recours à la force dans des situations extrêmes. Où se situe la frontière entre protéger la vie et la justice et garantir que l'action ne dépasse pas les limites de la nécessité? Le tribunal, qui devrait être un lieu d'impartialité, devient désormais le théâtre d'une autre tragédie, mais cette fois,
le débat ne tourne pas autour de la culpabilité de l'accusé, mais plutôt de la moralité des actes de ceux qui devraient assurer l'ordre. Et à chacun de ces moments, la frontière entre le bien et le mal devient plus fine. Finalement, le tribunal a jugé que le recours à la force par le maréchal était justifié. L'affaire a été classée sans suite en 2018, mais les leçons n'ont pas été tirées de manière simple et claire. Chaque tragédie survenant dans une salle d'audience révèle un aspect sombre de l'humanité et du système judiciaire. La question demeure: dans quelle mesure sommes-nous prêts à payer le prix de la sécurité de tous? Et en même temps, dans quelle mesure sommes-nous prêts à accepter l'erreur humaine comme faisant partie du système censé nous protéger? Et alors que nous réfléchissons au recours à la force dans une salle d'audience, il existe une histoire encore plus alarmante, celle où le système judiciaire lui-même devient le théâtre d'une fusillade que personne n'aurait jamais pu imaginer. La ville d'Atlanta, dans le comté de Fulton, était sur le point de vivre l'une des histoires les plus marquantes de son histoire. En 2005, Brian Nichols, un homme accusé de crimes graves, a découvert une faille dans le système qui a transformé la salle d'audience en une scène de terreur absolue. Au cours de son audience, Nichols a maîtrisé un policier et a commencé sa série de meurtres, en commençant à l'intérieur de la salle d'audience elle-même. La panique s'est rapidement répandue et ce qui était censé être un simple procès s'est transformé en un cauchemar de 26 heures qui a tenu toute la ville en alerte. Comment cela a-t-il pu se produire dans un endroit considéré comme sûr et sécurisé? La séquence des événements était terrifiante. Nichols, utilisant une arme à feu qu'il avait prise à l'une des autorités, s'est enfui du palais de justice et a commencé une série de meurtres et d'enlèvements. La ville d'Atlanta était en proie à la peur. Juges, journalistes, otages, tous sont devenus des pions dans un jeu macabre où personne ne savait où se produirait le prochain coup. Un acte de violence, dans un lieu où les règles étaient censées garantir l'ordre, a mis en évidence la vulnérabilité des tribunaux et du système de sécurité lui-même. Le sentiment de sécurité que nous croyons tous ressentir dans des environnements contrôlés comme celui-ci a été anéanti. Le cas de Brian Nichols n'était pas seulement une tragédie, c'était un signal d'alarme sur la fragilité de la frontière entre sécurité et chaos. Après 26 heures de panique et de négociations, Nichols s'est finalement rendu, mais le mal était fait. La ville ne sera plus jamais la même, et les autorités non plus. Nichols a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mais l'impact psychologique de cet événement s'est étendu bien au-delà de sa peine. La sécurité dans les tribunaux américains a été profondément repensée et des mesures drastiques ont commencé à être adoptées pour empêcher qu'une telle situation ne se reproduise. La tragédie d'Atlanta a révélé des failles non seulement dans le système de sécurité, mais aussi dans la perception selon laquelle des lieux comme les palais de justice sont à l'abri de la violence. Ce qui s'est passé là-bas a été une cruelle démonstration de la façon dont la complaisance peut être fatale. Nichols, en se rebellant contre le système, a non seulement défié la loi, mais a également révélé ses plus profondes vulnérabilités. Comment assurer la sécurité dans un système qui, à première vue, semble infaillible? La réponse n'est malheureusement pas simple. Après tout cela, une question demeure. Qu'aurait-on pu faire différemment pour éviter une telle tragédie? Des mesures plus strictes auraient-elles pu empêcher la réaction de Nichols? Ou se pourrait-il que, comme dans de nombreux autres cas, le système ait simplement réagi trop tard? L'impact de cet événement s'est répercuté sur les réformes sécuritaires, mais la question cruciale demeure. Jusqu'où irons-nous pour garantir que la sécurité dans les tribunaux soit incassable? Et à mesure que nous approfondissons cette affaire troublante, nous voyons comment les tragédies survenues dans une salle d'audience remettent en question les perceptions de justice et de sécurité. Cependant, avant d'approfondir ce débat, penchons-nous sur la dernière réflexion. Comment les défaillances humaines façonnent-elles les tribunaux même où la justice doit être aveugle? Les tribunaux, symboles de la justice, sont le dernier bastion où l'on recherche l'équilibre entre le bien et le mal. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'ils sont souvent le théâtre de tragédies qui remettent en question notre compréhension de la moralité. Chaque histoire qui se déroule entre ces murs rappelle que la justice, bien qu'essentielle, n'est pas à l'abri des erreurs et des faiblesses humaines. Le système qui devrait protéger la société échoue parfois et devient le théâtre d'actions allant à l'encontre des principes même qu'il défend. Chacun de ces cas que vous avez rencontrés jusqu'à présent apporte une leçon sur la fragilité de l'ordre et la complexité de la morale. Lorsque la justice échoue, non seulement elle punit, mais elle soulève de profondes questions. Le système est-il vraiment juste, ou suivons-nous simplement un ensemble de règles établies par des personnes imparfaites, sujettes aux mêmes erreurs que chacun d'entre nous? La tragédie dans la salle d'audience, la faille dans la sécurité, l'acte impulsif d'un accusé ou d'un policier, tous ces moments reflètent une dure vérité. Le système judiciaire n'est souvent que le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Lorsque de telles tragédies surviennent, il n'existe pas de réponse facile. La justice n'est jamais simple, elle n'est jamais pure. Il s'agit en revanche d'un processus complexe et souvent sujet à l'erreur humaine.
Lorsqu'un tribunal est le théâtre d'un acte brutal, comme nous l'avons vu, cela révèle non seulement les failles du système de sécurité, mais révèle également une faiblesse encore plus grande, l'humanité derrière les décisions. La frontière entre le bien et le mal n'a jamais été aussi mince et peut-être, au lieu de rechercher un système parfait, devrions-nous nous concentrer sur les leçons tirées de nos échecs et continuer à rechercher la vérité, même si elle est inconfortable. Au final, ces histoires nous font réfléchir sur ce qu'est réellement la justice. Est-ce simplement l'application des lois, ou est-ce quelque chose de plus profond? Quelque chose qui transcende ce qui est écrit sur papier et se connecte à la moralité humaine? Lorsque nous cherchons des réponses, nous sommes obligés de remettre en question nos propres valeurs et nos croyances sur ce qui est bien et mal. Et plus important encore, on nous fait comprendre que, souvent, les tragédies survenues dans une salle d'audience ne sont pas des échecs isolés, mais plutôt le reflet d'un système plus large qui peut être aussi imparfait que la société qui l'a créé. Et à mesure que l'on s'éloigne de ces cas tragiques, la question demeure toujours: que représente réellement la justice pour chacun de nous?